Bonne journée à toutes. Nouvelle question au gouvernement de Paul-André Colombani, le député Péagoursiga Liberté et Territoire qui interrogeait l'exécutif national sur le problème des paillotes de plage. L'élu a évoqué une situation dégradée des occupations abusives qu'il ne cautionnait pas, tout en précisant que cela n'a été possible que suite au laxisme de l'État. Pour le député Paul-André Colombani, le problème est qu'aujourd'hui, les régularisations soudaines ne concernent pas tous les contrevenants et laissent la place à l'arbitraire. Le député estime qu'un dispositif transitoire de mise en conformité avec le PADUC doit être pensé sans pour autant soumettre la CDC à un chantage pour réviser le PADUC en utilisant la survie des paillotes comme monnaie d'échange. On l'écoute. Madame la ministre des collectivités territoriales, je souhaite alerter le gouvernement sur les graves risques d'atteinte à l'ordre public concernant les exploitants de plage en Corse. Les paillotes de plage sont une pratique ancienne, mais qui s'est dégradée pour aboutir à des occupations abusives du domaine public que je ne cautionne pas. Mais cela n'aurait pas été possible sans un laxisme des services de l'État qui ont laissé perdurer depuis 40 ans ces pratiques. L'apaisement de la société corse, que j'appelle de mes vœux, ne peut consister en une régularisation unilatérale, abrupte et coercitive que l'on choisit opportunément de mener en début de saison pour lui donner un écho médiatique en instrumentalisant l'action des gendarmes. Le problème est que ces régularisations soudaines ne concernent pas tous les contravenants, laissant la porte ouverte à l'arbitraire. 63 exploitants de paillotes en situation irrégulière connus des services de l'État se sont vus accorder des AOT, notamment des grands groupes comme Accor ou le Club Méditerranée. Soit on autorise tout le monde, soit on n'autorise personne. L'urgence de la situation impose une reprise du dialogue entre le représentant de l'État, la collectivité de Corse et les différents acteurs de terrain. Les paillotiers eux-mêmes sont volontaires pour se conformer à la loi et appellent à l'application d'une charte de bonne pratique. Le président du conseil exécutif y a invité le représentant de l'État et se tient à l'écoute en tant que représentant légitime des Corses. Cette méthode suppose un dispositif transitoire afin de se conformer au PADUC. Elle ne consiste pas à céder sur les protections qu'offre ce document d'aménagement. Soumettre la collectivité de Corse à un chantage pour réviser le PADUC en utilisant la survie des paillotiers comme monnaie d'échange n'est pas acceptable. Ces derniers doivent se mettre en règle, mais sans servir de bouc émissaire au profit des intérêts poussant à détricoter le PADUC. Madame la ministre, que le gouvernement laisse le PADUC en paix, qu'il invite les paillotiers à se conformer à la loi, mais de façon progressive, concertée, pacifique, à l'issue d'un moratoire. Il s'agissait du député Paul-André Colombani. La réponse du gouvernement est intervenue par la voix de Jacqueline Gouraud. La Madame Corse s'est contentée d'un rappel des données avancées par la préfète. On l'écoute. Monsieur le député Paul-André Colombani, en Corse, comme dans de nombreux départements littoraux, l'État a arrêté naturellement une stratégie de gestion du domaine public maritime naturel qui tient compte des enjeux, bien sûr, de ces milieux naturels, qui tient compte de l'accès au public et aussi de l'érosion du trait de côte. À moyen terme, l'objectif est bien sûr de développer des espaces, des concessions de plage qui permettent de donner de la visibilité aux professionnels de tourisme en respectant les sites et leurs valeurs patrimoniales. À court terme, le classement de certaines plages dans le plan d'aménagement durable et de développement de la Corse, le PADUC donc. Des plages naturelles fréquentées, c'est l'expression, ne me permet plus, en l'absence d'un PLU, l'exercice de certaines activités comme la location de matelas ou les activités nautiques. Ce point a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Marseille en mars 2019. Pour ces raisons, 69 autorisations d'occupation temporaire, les AOT, ont été refusées en 2018 et 70 AOT l'ont été en 2019 cette année. L'action des services de l'État en la matière est donc constante. À titre transitoire, enfin, les représentants de l'État en Corse ont renouvelé pour 2019 les autorisations d'occupation temporaire des pétitionnaires qui avaient tenu leurs engagements les années précédentes. Ceci dans l'attente, monsieur le député, d'un travail collectif auquel je réponds bien sûr favorablement avec l'État, les maires et la collectivité de Corse qui permettent d'ici 2020, d'une part, d'envisager l'exercice de certaines activités en retrait du domaine public maritime, d'autre part, de développer les concessions de plage et d'élaborer des plans locaux d'urbanisme qui pourront être compatibles avec le PADUC. Ce délai permettra également à la collectivité de Corse d'évaluer les dispositions actuelles du PADUC au regard des équilibres recherchés.
En justice, 5 personnes ont été interpellées hier puis placées en garde à vue dans l'affaire de l'agression dont a été victime Jean-Marc Ettori. C'était le 12 juin 2018 à Portiuetu. Le PDG de Corsica Tours et président du club de football du Tours FC avait été obligé sous la contrainte d'ouvrir son coffre et de remettre une forte somme d'argent et de l'or à des malfaiteurs, un préjudice qui avait été estimé à l'époque entre 50 000 et 100 000 euros. Les 5 personnes placées en garde à vue dans cette affaire seront présentées aujourd'hui à un magistrat instructeur. Et puis 5 autres personnes ont été mises en examen, cette fois à Ajaccio, dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogue concernant la Corse, mais également les Pays-Bas. 8 personnes avaient été interpellées, mises en examen dans cette affaire voici 2 mois. 2 kilos de cocaïne avaient alors été saisis par la police. Le collectif Lo Radio Ritorno indique dans un communiqué que le statut de détenu particulièrement signalé est maintenu pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Pour la 6e fois consécutive au terme de leur 20e année de détention, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi viennent d'être informés que leur classement détenu particulièrement signalé était reconduit. C'est ce qu'indique notamment Lo Radio Ritorno. Cette décision éminemment politique porte en elle les germes d'une vengeance d'État qui bafoue sans état d'âme les droits élémentaires de la citoyenneté, écrit notamment le collectif qui dénonce, je cite, un abus de pouvoir intolérable. Rappelons que Pierre Alessandri et Alain Ferrandi sont incarcérés sur le continent depuis 20 ans. Ces derniers sont condamnés à la perpétuité dans l'affaire de l'assassinat du préfet Claude Érignac. Faut-il voir la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide ? C'est la question que l'on peut se poser suite au bilan à mi-parcours du contrat de ville à Bastille, contrat qui court jusqu'en 2022. La bouteille à moitié pleine serait le nombre d'actions engagées, notamment dans le domaine de la cohésion sociale, mais aussi les moyens investis par l'État qui se montent à plusieurs millions d'euros. La bouteille à moitié vide, quant à elle, serait sur le résultat de ces actions peut-être trop dispersées, peut-être trop dans le saupoudrage, avec un manque de cohésion entre les différents acteurs pour mieux articuler ces actions. Surtout parmi les personnes concernées par ces actions interrogées dans le cadre de ce bilan, 90% estiment que la situation n'a pas changé. Ce statu quo que l'on pourrait aisément interpréter comme un échec n'est pas, selon le maire de Bastille, Pierre Saville, n'en est pas un, ce qui explique que dans le contexte économique-social de ces 3 premières années de contrat, la simple non-dégradation de la situation peut être considérée comme un effet positif de ce contrat de ville. On écoute le maire de Bastille, Pierre Saville. Il y a 90% des gens que vous avez vus qui sont moins bien qu'avant, c'est un échec. Là, le problème, c'est qu'on parle donc politique de la ville. Les quartiers prioritaires, ça fait des associations qui travaillent depuis 20 ans, c'est ça ? Dans le cadre de cette politique. Ça veut dire que c'est un problème qui s'est installé depuis peut-être avant que la politique de la ville existe, peut-être 30 ou 40 ans. Un beau jour, on s'est rendu compte qu'il fallait intervenir, donc on a mis en place ces dispositifs, et que il faut intervenir, et que chaque année, si on arrive à faire que la proportion des gens qui disent que ça va mieux augmente, parce que les gens qui vous disent que ça va mieux, peut-être qu'un jour ils sortent de ce cadre-là. Donc c'est pas trop mal non plus. Il ne faut pas avoir une vision. C'est pour ça que je vous ai montré une page qui est plus intéressante. C'est l'histoire. C'est déjà une analyse assez globale, mais elle est plus détaillée sur un diagramme. Alors peut-être pour aller au-delà de ça, c'est-à-dire que vous avez effectivement 10% qui disent que ça va mieux, mais vous en avez beaucoup qui disent que la situation est restée la même. Or le contexte économique et le contexte social s'est dégradé. Donc si elle est restée la même, c'est que tous ces efforts ont permis de maintenir, alors que le contexte global, quand vous avez une vague qui peut vous emporter, si vous restez dans une même situation, c'est que heureusement qu'il y a eu toutes les actions. Je pense que c'est le contexte social et économique qui fait qu'il y a des gens qui habitent qui sont dans la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire dans des quartiers classés quartiers prioritaires. Ce n'est que le contexte socio-économique. Non, c'est pas 90%, c'est 90% des gens qui ont été interrogés, c'est pas 100% des gens qui disent que pour eux la situation n'a pas changé. Mais si on tient compte du fait que le contexte général c'est aggravé, je dirais, on va dire que c'est pas un chiffre qui nous satisfait. C'est pour ça que nous faisons un bilan à mi-parcours pour essayer de modifier, et pas d'améliorer, mais en tout cas d'être plus efficient. Il s'agissait de Pierre Savelli, le maire de Bastille. De son côté, le cabinet de conseil FMVT souligne l'effective nécessité d'une meilleure coopération entre acteurs, notamment associatifs, pour des actions plus efficientes. On écoute à ce sujet Valérie Thérin pour le cabinet FMVT. Donc une forte mobilisation des acteurs, une forte mobilisation du tissu associatif, de réelles compétences, une réelle volonté de faire, mais à renforcer, le faire ensemble. Ça veut dire plus de cohérence dans les actions ? Ça veut dire plus de complémentarité dans les actions, entre les actions et dans les actions. Alors chaque action individuellement, je redis, est pertinente. La question, c'est vraiment cette articulation. Le saupoudrage, c'est quand les choses ne se complètent pas.
ou quand les choses sont inutiles. Là, chaque action est utile. La question, c'est comment on les articule davantage, comment on travaille davantage sur leur complémentarité et comment chacun se ressent sur son cœur de métier, où là, effectivement, l'idée, c'est d'aller chercher les publics les plus éloignés et de pouvoir les accompagner, pas dans la globalité, mais que l'ensemble des opérateurs les accompagnent dans la globalité. Donc ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où je suis identifié par un public, je garde le public rien que pour moi et je fais tout avec lui. Je passe le relais, mais encore faut-il que je connaisse bien ce que fait mon voisin pour passer au mieux le relais. Tout simplement parce qu'une action mieux articulée est plus utile au final. Elle se complète et elle construit un parcours. En fait, l'idée, c'est de construire le parcours des individus sur un territoire et leur parcours vers l'emploi, vers l'éducation, etc. Et donc, si effectivement le parcours est morcelé parce qu'à chaque étape, je dois aller voir quelqu'un d'autre qui ne sait pas ce qu'a fait le précédent, c'est compliqué. L'enjeu, c'est la jeunesse. L'enjeu, c'est la jeunesse, mais aussi les seniors sur le territoire, notamment sur les quartiers sud, il y a un vrai enjeu aussi au niveau des seniors. Donc je pense que l'enjeu, c'est toutes les populations, mais c'est, je pense, une approche transversale et pas de segmenter les populations non plus. Ça serait bien qu'ils se rencontrent. Il y a une vraie culture politique de la ville, d'abord sur le territoire. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est ce qui est fort sur ce territoire, c'est l'articulation entre l'urbain et l'humain. Et effectivement, l'enjeu aujourd'hui de l'ANRU, de renouvellement urbain, l'habitat, etc. Et puis, effectivement, une culture parce que un territoire inscrit depuis 20 ans en politique de la ville, qui fait que je pense que le tissu associatif a pu se développer aussi dans ce cadre-là. Une campagne de prévention sur les risques incendies a été lancée ce mercredi sur 5 régions, dont la Corse. Les ministres de la Transition écologique et de l'Intérieur, qui étaient en déplacement ce jour-là dans l'Hérault, ont notamment fait part des risques particulièrement élevés cet été en raison d'un hiver plutôt sec. Ces derniers ont appelé à la responsabilité et à la vigilance. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a notamment rappelé le fait que 90% des incendies sont d'origine criminelle et humaine. Considérant que la plupart des feux peuvent être empêchés par de bons comportements, le ministre a également réclamé plus de fermeté face aux pyromanes. Cette campagne de prévention met en avant 7 bons comportements à adopter pour ne pas déclencher des feux de forêt. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La 5e édition du tournoi international U11 de la CIH se déroulera le week-end prochain. Les 36 équipes invitées se retrouveront vendredi à 17h15 sur la place Abatucci avant de défiler jusqu'à la mairie d'Ajaccio en passant par la rue Fesch. Sur la place de la mairie, le maire Laurent Marcangeli prendra la parole et les équipes monteront alors sur le podium afin d'être présentées à tour de rôle. Les matchs quant à eux débuteront le samedi matin à 10h. Ces derniers dureront 12 minutes. Les demi-finales et la finale se dérouleront sur le terrain honneur du stade François Côte dimanche après-midi. Cette année, de nombreux clubs prestigieux participeront encore une fois à cet événement sportif, comme l'Olympique de Marseille ou encore l'AS Rome. On aura également l'occasion d'y revenir. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2019. Attention, quelques nuages traînent en matinée sur le littoral, tandis qu'en montagne, le soleil sera présent. Au fil des heures, le soleil reprendra ses droits malgré quelques nuages discrets en montagne et sur la façade orientale. Il y aura aujourd'hui un petit vent d'ouest qui s'installera aux extrémités et en Balagne. Et les températures sont de saison, c'est-à-dire qu'elles sont très agréables. Elles s'échelonnent de 22 à 26 degrés, 22 degrés notamment pour Bonivaggio. Il fera 23 degrés pour Corti, 24 pour Ajaccio, pour Bastille, à Prupia, Sarthe, 25 pour Aléria, 26 pour Lise ou la Calvi et Portiveggio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata a tutti.